Un louveteau a été abandonné dans la forêt gelée. Mais ce qui est arrivé ensuite va vous faire remettre en question tout ce que vous savez sur l'instinct et l'amour. Des chiens domestiques l'ont élevé comme s'il était l'un des leurs, et quand le danger est arrivé, il a fait quelque chose que personne n'attendait. Abonnez-vous maintenant, laissez votre like et préparez-vous à une histoire qui touchera votre cœur de manière inattendue. Le vent coupait comme des lames invisibles à travers les pins couverts de neige, lorsque Michel Dubois entendit pour la première fois ce son qui allait changer sa vie pour toujours. Ce n'était pas exactement un hurlement, ni tout à fait un gémissement, mais quelque chose entre les deux mondes qui habitait sa propriété isolée dans les montagnes du massif Central. La tempête était arrivée avec fureur cette nuit de décembre, et entre le craquement des arbres et le tambourinement de la pluie gelée contre les fenêtres de la cabane, cette plainte fragile et désespérée résonnait comme une supplication que la nature elle-même semblait ignorer. Michel se leva de la table où il révisait ses notes sur le comportement canin, les yeux fatigués après des heures penchées sur des graphiques et des observations méticuleuses. À 35 ans, il avait troqué la carrière académique prometteuse à Paris pour ce refuge dans les montagnes, emportant avec lui non seulement l'équipement de recherche, mais aussi le poids d'un cœur brisé et de rêves académiques détruits par la politique universitaire. Les seuls compagnons dans cet exil volontaire étaient 3 chiens rescapés qui étaient devenus sa nouvelle famille. Luna, une labrador dorée de 7 ans, avec des yeux qui semblaient comprendre les secrets humains. Thor, un berger allemand, imposant mais doux qui avait été abandonné par son ancien maître, et Nougat, un chien bâtard intelligent et joueur que Michel avait trouvé affamé sur la route des mois auparavant. Le son revint, plus faible cette fois, comme si la vie elle-même s'échappait avec chaque note de ce chant de désespoir. Michel prit sa lampe de poche et son imperméable, ignorant les avertissements qui résonnaient dans son esprit scientifique sur les dangers de sortir pendant une telle tempête. Thor se positionna immédiatement à ses côtés, le poil hérissé, en alerte, tandis que Luna et Nougat observaient anxieusement depuis la porte. Quelque chose dans ce son avait éveillé un instinct primitif en eux tous, une urgence qui transcendait la raison. La pluie cinglait son visage tandis que Michel suivait le son à travers l'obscurité, Thor guidant avec sa vision nocturne supérieure. Le faisceau de la lampe de poche dansait entre les arbres, créant des ombres fantomatiques qui semblaient prendre vie. C'est alors qu'il vit une petite forme grise, pas plus grande qu'un chat domestique, tremblant violemment contre la base. D'un peigne tombé, les yeux jaunes du louveteau réfléchirent la lumière de la lampe de poche. Et à ce moment-là, Michel sut exactement ce qu'il avait trouvé. Un louveteau gris, âgé de quelques semaines à peine, abandonné ou orphelin après le passage. De chasseurs illégaux qui avaient été aperçus dans la région quelques jours auparavant. Le protocole scientifique dictait clairement ce qu'il fallait faire. Ne pas intervenir, contacter les autorités environnementales, laisser la nature suivre son cours. Mais lorsque la petite créature tenta de ramper dans sa direction, ses pattes faibles parvenant à peine à soutenir son corps mouillé et sous-alimenté, quelque chose en Michel se brisa. C'était peut-être le souvenir de toutes les fois où il s'était lui-même senti abandonné, ou peut-être était-il simplement impossible d'ignorer un appel aussi désespéré à l'aide. Retirant sa cape, il enveloppa délicatement le louveteau, sentant les os fragiles à travers le poil détrempé. Le tête aussi. Retour à la cabane fut une procession silencieuse sous la tempête. Thor restait proche, comme s'il comprenait la gravité de la situation, tandis que le louveteau restait immobile dans les bras de Michel, seuls ses yeux bougeant pour observer ce nouveau monde étrange et chaud. En franchissant la porte, Luna et Nougat s'approchèrent prudemment, leur nez travaillant frénétiquement pour traiter l'odeur sauvage et inconnue que Michel apportait avec lui. Ce fut Luna qui prit l'initiative qui allait tout changer. La labrador, qui avait perdu sa propre portée des mois auparavant lors d'une mise bas compliquée, s'approcha lentement du petit loup. Michel observa, fasciné et inquiet, tandis qu'elle reniflait le louveteau avec une attention maternelle. Puis, dans un geste qui défiait des milliers d'années d'évolution et de domestication, Luna commença à lécher le petit corps, le nettoyant avec la même dévotion qu'elle aurait eue pour ses propres chiots. Le loup, trop faible pour résister, ou même comprendre ce qui se passait,
ferma simplement les yeux et pour la première fois depuis des jours, peut-être des semaines, se détendit complètement. Les premières 24 heures furent critiques. Michel improvisa un lit chauffé près de la cheminée où Luna s'installa de manière protectrice à côté du louveteau. Thor monta la garde à l'entrée, tandis que Nougat, curieux comme toujours, observait chaque mouvement avec un intérêt quasi scientifique. Michel prépara une formule spéciale de lait pour Chiot, espérant que le petit loup accepterait la nourriture. Ce furent des heures de tentatives patientes, Luna encourageant le louveteau avec de petits coups de museau, jusqu'à ce qu'il commence enfin à téter le biberon improvisé. Pendant cette première longue nuit, tandis que la tempête faisait rage dehors, Michel fut confronté au dilemme moral et scientifique de sa décision. En tant que chercheur, il savait qu'il franchissait une ligne dangereuse. Les loups n'étaient pas des animaux domestiques, et en élever un en captivité sans autorisation n'était pas seulement illégal, mais potentiellement dangereux. Mais tandis qu'il observait Luna prendre soin du louveteau avec une telle dévotion, et voyait comment Thor et Nougat avaient accepté le nouveau membre sans hésitation, quelque chose lui disait qu'il était témoin d'un phénomène extraordinaire qui méritait d'être documenté. Dans les semaines qui suivirent, le louveteau, que Michel commença à appeler secrètement Gris, bien qu'il tentât de maintenir une distance émotionnelle en ne le nommant pas officiellement, commença à montrer des signes de rétablissement. Ses yeux, auparavant ternes, de faim et de froid, acquirent l'éclat caractéristique des prédateurs sains. Mais le plus fascinant était d'observer comment il interagissait avec ses sauveurs canins. Au lieu des comportements typiquement lupins que Michel s'attendait à documenter, Gris commença à imiter ses frères adoptifs de manière surprenante. Le premier signe vint lorsque Michel distribuait des friandises aux chiens après l'entraînement matinal. Thor, Luna et Nougat s'asseyaient docilement, la queue battant en anticipation. Gris, observant depuis le coin où il restait habituellement, hésita un instant avant de, maladroitement, essayer de copier la posture. Ses pattes arrière ne coopérèrent pas complètement, et il finit par tomber sur le côté. Mais la tentative était claire. Michel faillit laisser tomber le pot de friandises, tant sa surprise fut grande. En toutes ces années d'études du comportement canin, il n'avait jamais assisté à quelque chose de pareil. La transformation de Gris ne passa pas inaperçue seulement à l'intérieur de la cabane. Lors d'un de ses rares voyages au village le plus proche pour acheter des provisions, Michel entendit des conversations sur d'étranges observations de loups dans la région. Les chasseurs illégaux avaient rendu la zone nerveuse, et il y avait des rumeurs selon lesquelles une meute entière avait été décimée des semaines auparavant. Le cœur de Michel se serra en pensant que Gris pourrait être le seul survivant de sa famille. Mais il savait aussi qu'il devait être encore plus prudent pour protéger son secret. Ce fut pendant cette période qu'Hélène Martin entra dans sa vie comme une tempête d'été, soudaine, intense et transformatrice. Vétérinaire spécialisée en faune sauvage, elle avait été temporairement engagée par la mairie pour évaluer l'impact de la chasse illégale sur la population d'animaux indigènes. Michel la rencontra pour la première fois dans la petite épicerie du village, les bras chargés de fournitures médicales, tandis qu'elle discutait passionnément avec le propriétaire de l'importance de la conservation environnementale. Hélène avait ce genre de présence qui remplissait n'importe quel environnement. Des cheveux noirs toujours attachés en un chignon pratique, des yeux marrons qui semblaient se voir à travers les gens, et une énergie qui suggérait qu'elle pouvait aussi bien sauver une vie que déclencher une révolution avant le petit déjeuner. Lorsque leurs regards se croisèrent pour la première fois au-dessus des étagères de conserve, Michel ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis qu'il avait quitté Paris. Une connexion instantanée qui l'effraya et l'intrigua, en égale mesure. La conversation commença par le temps. L'hiver était particulièrement rigoureux, mais évolua rapidement vers leurs intérêts partagés pour le comportement animal. Hélène mentionna qu'elle cherchait un endroit approprié pour établir une base d'observation temporaire. Et Michel, dans une décision impulsive qui le surprit, s'offrit pour lui montrer quelques sentiers près de sa propriété. Ce qu'il ne raconta pas, c'est le petit secret à 4 pattes qui faisait maintenant partie de sa famille non conventionnelle. Les visites d'Hélène sur les sentiers proches devinrent plus fréquentes, et avec elles vinrent des conversations qui duraient des heures.
Elle partageait des histoires de ses années passées à travailler dans des réserves naturelles, à travers la France, les yeux brillants lorsqu'elle parlait des animaux qu'elle avait aidé à réhabiliter. Michel, de son côté, se retrouva à s'ouvrir sur sa désillusion du monde académique, quelque chose qu'il n'avait partagé avec personne depuis son déménagement dans les montagnes. Ce fut lors de la 4e visite d'Hélène que le secret de Michel faillit être révélé. Il s'était arrêté pour déjeuner dans une clairière avec vue sur la vallée lorsque Nougat apparut, en courant sur le sentier, clairement en mission pour retrouver son maître. Le problème était que Nougat n'était pas seul. Gris le suivait maladroitement, apprenant encore à naviguer le terrain irrégulier avec ses pattes qui grandissaient de manière disproportionnée rapidement. Le moment où Hélène vit Gris fut électrique. Ses yeux entraînés reconnurent immédiatement que ce n'était pas un chiot ordinaire. Et Michel vit en eux un mélange de surprise, de fascination et quelque chose qui pouvait ressembler à de la déception. Le silence qui suivit sembla durer une éternité, brisé seulement par le halètement joyeux de Nougat, complètement inconscient de la tension du moment. Depuis combien de temps? Fut tout ce qu'Hélène demanda, sa voix soigneusement neutre. Michel raconta tout. La nuit de la tempête, l'état déplorable dans lequel il avait trouvé Gris, l'adoption extraordinaire par Luna, et ses observations sur le développement unique du louveteau. Pendant qu'il parlait, il observait les expressions d'Hélène passer d'une distance professionnelle à une curiosité scientifique authentique, et finalement à quelque chose qui ressemblait à une admiration réticente. « Vous savez que c'est complètement irrégulier, » dit-elle finalement, mais il y avait une trace de sourire sur ses lèvres. « Mais c'est aussi fascinant. Le comportement que vous décrivez, l'adaptation sociale, cela pourrait réécrire une grande partie de ce que nous savons sur la plasticité comportementale chez les canidés sauvages. » À partir de ce jour, Hélène devint complice et collaboratrice dans ce qu'elle s'entêtait à appeler l'expérience la plus éthiquement discutable et scientifiquement révolutionnaire qu'elle ait jamais vue. Ces visites incluaient désormais des sessions d'observation détaillées où elle documentait chaque interaction entre Gris et les chiens domestiques avec une rigueur professionnelle. L'été arriva avec ses propres complications. Gris avait considérablement grandi, et ses caractéristiques lupines devenaient de plus en plus évidentes. Son poil gris avait développé les marques distinctives de son espèce, et sa taille dépassait déjà celle de Nougat. Mais le plus remarquable était la façon dont il avait développé un ensemble unique de comportements qui mêlaient instinct sauvage et apprentissage domestique. Le matin, on pouvait l'observer participant à la routine des chiens domestiques, attendant patiemment son tour pour manger, répondant aux commandes de base que Michel utilisait avec les autres, et même rapportant des objets lorsqu'on le lui demandait. Mais à la tombée de la nuit, ses instincts sauvages émergeaient. Il patrouillait le périmètre de la propriété avec une intensité qu'aucun chien domestique ne démontrerait, ses sens aiguisés détectant des changements dans l'environnement que les autres ignoraient. Ce fut pendant une de ces patrouilles vespérales que Gris prouva sa valeur de manière dramatique. Michel travaillait sur ses notes sur le porche lorsque Gris commença à montrer un comportement qu'il n'avait jamais vu auparavant. Un mélange de grognements sourds et de postures tendues, focalisées dans une direction spécifique de la forêt. Thor et Luna, percevant l'agitation du jeune loup, se mirent également en alerte. Quelques minutes plus tard, la raison devint claire. 3 hommes émergèrent de la lisière des arbres, portant des fusils et des pièges. Des chasseurs illégaux qui étaient revenus dans la région. Michel sentit son sang se figer. S'il découvrait Gris, les conséquences seraient désastreuses non seulement pour le loup, mais pour tout son travail. Mais Gris, faisant preuve d'une intelligence qui surprit même Michel, n'attaqua pas et ne s'enfuit pas. Au lieu de cela, il se positionna stratégiquement entre les chiens domestiques et les intrus, son corps tendu mais contrôlé. Lorsque les hommes s'approchèrent de la propriété, ce fut Thor qui aboya l'avertissement, mais ce fut la présence silencieuse et menaçante de Gris qui sembla les inquiéter le plus. « Quel chien du diable est-ce » Michel entendit l'un d'eux, murmurer, pointant du doigt Gris. « Ça ressemble à un berger allemand croisé », répondit un autre clairement mal à l'aise. « Mais trop grand. Allons-nous-en, il y a quelque chose d'étrange ici. » Tandis que les chasseurs reculaient, Michel réalisa qu'il tremblait.
non de peur mais d'admiration. Gris avait évalué la situation et réagi non pas comme un loup sauvage qui aurait pu attaquer ou fuir, mais comme un gardien intelligent, utilisant sa présence et sa stratégie au lieu de la violence. Hélène arriva quelques heures plus tard, alertée par un message urgent de Michel. Lorsqu'elle entendit parler de l'incident, ses yeux brillèrent d'un mélange d'inquiétude et d'excitation scientifique. Il développe ce que nous pourrions appeler une intelligence sociale hybride, théorisa-t-elle, prenant des notes rapides, combinant la prudence instinctive du loup avec la loyauté apprise du chien domestique. La proximité du danger apporta une nouvelle urgence à leur travail. Hélène suggéra de formaliser l'étude, de demander des autorisations officielles, avant que quelqu'un ne découvre et ne crée des problèmes légaux. Mais cela signifierait exposer Gris à un examen officiel, potentiellement une séparation de sa famille adoptive. C'était un risque qu'aucun d'eux n'était encore prêt à prendre. Les semaines suivantes apportèrent une routine de vigilance accrue. Michel installa des caméras de sécurité autour de la propriété, officiellement pour son étude de comportement canin, mais en réalité pour détecter toute approche indésirable. Gris, comme s'il comprenait la nécessité de discrétion, devint plus prudent dans ses apparitions extérieures, restant proche des autres chiens et imitant leur comportement lorsqu'il y avait un risque d'être vu. Ce fut pendant cette période, tandis que la relation entre Michel et Hélène s'approfondit de manière qu'aucun d'eux n'avait anticipé. Les longues heures passées ensemble à observer et à documenter créèrent une intimité qui allait au-delà du professionnel. Hélène commença à apporter le dîner lorsque leur session d'observation s'étendait tard dans la nuit. Et Michel se retrouva à anticiper ses repas partagés avec une anxiété qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Une nuit particulièrement mémorable, tandis qu'ils observaient Gris jouer avec Nougat sous le clair de lune. Le loup avait appris à modérer sa force pour ne pas blesser le plus petit chien. Hélène partagea l'histoire qui l'avait menée à la médecine vétérinaire de la faune sauvage. Son frère cadet était mort dans un accident quand elle n'avait que 16 ans, et elle avait canalisé sa douleur pour protéger des vies qui ne pouvaient se protéger elles-mêmes. La vulnérabilité dans sa voix tandis qu'elle racontait toucha profondément Michel, et il se retrouva à partager ses propres blessures. La trahison académique qui l'avait exilé dans les montagnes, la fin douloureuse de ses fiançailles, lorsqu'il avait choisi la recherche plutôt qu'une vie conventionnelle. Sous le ciel étoilé des montagnes, avec le son lointain de Gris et des chiens qui jouaient, ils découvrirent l'un en l'autre non seulement des collègues scientifiques, mais des âmes qui comprenaient le prix de la dédicace à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Lorsqu'Hélène partit finalement cette nuit-là, elle laissa derrière elle son écharpe oubliée sur le porche, un geste que Michel soupçonnait de ne pas avoir été entièrement accidentel. L'incendie commença un après-midi sec d'août, alors que l'hiver tardait à venir et que la végétation était dangereusement asséchée. Michel remarqua d'abord la fumée lointaine alors qu'il nourrissait les animaux, une colonne sombre s'élevant au-delà de la ligne de pins au nord. Les incendies de forêt n'étaient pas rares dans la région, mais la direction du vent suggérait que celui-ci pourrait être différent. Les heures suivantes furent de préparation tendue. Michel emballa ses données de recherche les plus importantes, prépara des sacs à dos d'urgence et garda les radios allumées pour les mises à jour. Hélène arriva au crépuscule, le visage marqué par l'inquiétude. Les autorités avaient commencé des évacuations dans les zones les plus proches de l'incendie. Mais la propriété de Michel était encore hors de la zone de danger immédiat. « Nous devons avoir un plan pour Gris, dit-elle, allant droit au but. Si nous devons évacuer, nous ne pouvons pas simplement l'emmener dans un refuge ordinaire. » C'était le dilemme qu'ils craignaient tous les deux d'affronter. Gris avait encore grandi, et maintenant, à 8 mois, il était impossible de le déguiser en chien domestique pour des yeux un tant soit peu entraînés. Ses caractéristiques lupines étaient indéniables. Les longues pattes, la poitrine étroite, la tête angulaire, et surtout, ses yeux jaunes perçants qui portaient une intelligence sauvage qu'aucun chien domestique ne possédait. La décision de rester fut prise conjointement, bien qu'Hélène ait protesté initialement. Ils surveillèrent la situation de près et ne partiraient que si absolument nécessaire. Ce qu'aucun d'eux n'avait anticipé fut la vitesse avec laquelle le vent changerait pendant la nuit.
Michel se réveilla au son de Gris qui hurlait. Non, pas le hurlement joueur qu'il laissait occasionnellement échapper pour communiquer avec les chiens, mais un son primordial d'alarme qui fit dresser tous les poils de son corps. L'air était épais de fumée, et la lueur orange à l'horizon s'était dangereusement rapprochée pendant la nuit. La panique aurait pu dominer, mais c'est alors que Gris démontra le véritable cadeau de son éducation unique. Pendant que Michel et Hélène luttaient pour organiser l'évacuation d'urgence, le jeune loup prit la tête de manière surprenante. Il rassembla Thor, Luna et Nougat avec une efficacité militaire, utilisant une combinaison de posture et de vocalisation que Michel n'avait jamais documentée auparavant. Lorsqu'ils partiraient finalement, la propriété était déjà léchée par les premières langues de feu. La route principale était bloquée par des arbres tombés et la chaleur était suffocante. C'est alors que Gris fit quelque chose d'extraordinaire. Il commença à guider le groupe par un chemin qu'aucun d'eux ne connaissait, se déplaçant avec détermination à travers le terrain difficile. « Il nous mène à la rivière », réalisa Hélène, sa voix mêlant admiration et soulagement. « Mais comment connaît-il un chemin que nous ne connaissons pas ?» La réponse vint sous la forme d'anciennes empreintes et de marquages territoriaux que seuls des yeux lupins entraînés reconnaîtraient. Gris suivait des routes ancestrales de son espèce, des chemins que les loups avaient utilisés pendant des générations pour traverser ces montagnes, mais le faisant tout en maintenant le rythme approprié pour ses compagnons domestiques et humains. Le voyage fut un cauchemar de fumée et de chaleur. Lorsque Thor resta coincé sous une branche tombée, ce fut Gris qui remarqua le premier son absence et revint alerter Michel. Le loup utilisa la même technique que Nougat utilisait pour attirer l'attention, courant entre Michel et le lieu du problème, mais avec une urgence qui était purement lupine. Ensemble, ils libérèrent Thor, le berger allemand boitant mais capable de continuer. Quelques heures plus tard, épuisés et couverts de cendres, ils atteignirent enfin la sécurité d'un village à l'abri du chemin de l'incendie. Le soulagement fut palpable, mais bref. Dès qu'ils entrèrent sur la petite place centrale, des regards curieux et des murmures commencèrent. Un groupe de chiens et d'humains couverts de suie n'était pas inhabituel lors d'une évacuation d'incendie, mais Gris était impossible à ignorer. Le docteur Robert Bernard, le vétérinaire local et spécialiste de la faune sauvage, s'approcha du groupe d'un pas mesuré. Ses yeux se fixèrent sur Gris avec la reconnaissance professionnelle de décennies d'expérience. Michel sentit Hélène lui serrer la main, sachant tous deux que le moment qu'ils craignaient était arrivé. « C'est un loup gris », dit simplement. Le docteur Bernard, sans accusation dans sa voix, juste une constatation. Un jeune, vu sa taille. Environ 8, peut-être 9 mois. Le silence qui suivit ne fut brisé que par le son lointain des sirènes des pompiers. Michel redressa ses épaules, préparé à défendre Gris et les circonstances extraordinaires de son éducation. Mais ce fut Hélène qui parla la première. « Docteur, Bernard », commença-t-elle, sa voix professionnelle masquant l'émotion. « Je suis le docteur Hélène Martin, spécialiste en comportement de la faune sauvage. Ce que vous voyez ici est potentiellement le cas le plus extraordinaire d'adaptation comportementale chez les canidés jamais documentés. » Elle expliqua ensuite, en termes scientifiques précis mais passionnés, l'histoire de Gris et les observations qu'ils avaient faites. Le docteur Bernard écouta attentivement, ses yeux alternant entre Hélène et le jeune loup qui restait calmement, parmi ses compagnons canins, ne démontrant aucun des comportements agressifs ou craintifs typiques d'un loup sauvage en milieu urbain. « Vous avez de la documentation ?» demanda-t-il finalement. « Des données d'observation, des registres de comportement ?» Michel acquiesça, désignant le sac à dos qu'il portait. « Des mois d'observation détaillées, des vidéos, des analyses comportementales comparatives. Je prévoyais de les soumettre pour publication, mais il fallait d'abord assurer le bien-être de l'animal, » compléta le docteur Bernard, un petit sourire apparaissant sur son visage. « Je comprends. Et après avoir vu comment il s'est comporté pendant cette crise, comment il vous a guidé vers la sécurité. Ce n'est pas un comportement typique de loup ni de chien, c'est quelque chose de nouveau. » Les semaines suivantes furent un tourbillon de négociations, de paperasse et de planification. Le docteur Bernard, impressionné par ce dont il avait été témoin, devint un allié inattendu.
Il avait des liens avec un programme national de conservation qui cherchait exactement ce type de cas unique pour étude. La proposition qui arriva dépassa les meilleures espérances de Michel et Hélène. Au lieu de séparer Gris de sa famille adoptive, le programme offrit de financer la construction d'une installation de recherche spécialisée sur la propriété de Michel, qui avait miraculeusement survécu à l'incendie avec des dommages minimes. Gris pourrait rester avec ses compagnons tout en contribuant à l'avancement des connaissances scientifiques sur le comportement et l'adaptation animale. La construction de la nouvelle installation apporta sa propre série de défis et de découvertes. L'enclos devait être assez grand pour satisfaire les besoins d'un loup en croissance, mais aussi permettre l'interaction continue avec les chiens domestiques qui étaient sa famille. Hélène, maintenant officiellement co-chercheuse du projet, passait de plus en plus de temps sur la propriété, supervisant les détails et poursuivant ses observations. Ce fut lors de l'installation de l'une des caméras d'observation qu'un autre moment significatif se produisit entre elle et Michel. Travaillant côte à côte sur le toit de la nouvelle structure d'observation, Hélène perdit brièvement l'équilibre. Michel la retint instinctivement et pendant un instant, ils furent trop proches, le soleil couchant peignant les montagnes, en or derrière eux. Le baiser qui suivit fut inévitable comme le changement des saisons, scellant un partenariat qui avait transcendé le professionnel bien longtemps auparavant. Gris, observant depuis le sol avec ce que Michel jurait être un air d'approbation, laissa échapper un léger hurlement auquel répondirent immédiatement les aboiements enthousiastes de Thor, Luna et Nougat. C'était comme si toute la meute improvisée célébrait l'union de leurs chefs humains. L'automne apporta le premier test public du projet. Un symposium sur le comportement animal fut organisé à l'Université d'État et Michel et Hélène furent invités à présenter leurs découvertes préliminaires. La décision d'emmener Gris fut risquée mais nécessaire. Les données et les vidéos étaient une chose, mais être témoin du phénomène personnellement en était une autre. Complètement différente. La présentation fut structurée soigneusement. D'abord, les données, graphiques montrant les réponses uniques de Gris aux stimuli sauvages et domestiques, vidéos de ses interactions avec les chiens, analyse de ses vocalisations hybrides. L'audience d'académiciens et de professionnels écoutait avec un scepticisme poli mais évident. Puis vint le moment de la démonstration en direct. Dans l'auditorium spécialement préparé, Gris entra calmement aux côtés de Thor, Luna et Nougat. Ce qui suivit laissa l'audience dans un silence absolu. À travers une série d'exercices soigneusement planifiés, Gris démontra sa capacité unique à alterner entre comportements lupins et canins selon la situation. Lorsque Hélène répandit différentes odeurs dans l'arène, certaines de proies sauvages, d'autres de menaces potentielles, Gris répondit avec une précision instinctive de loup. Mais lorsque Michel donna les commandes qu'il avait enseignées aux chiens, le loup obéit avec la même promptitude et le même enthousiasme que ses compagnons domestiques. Le moment le plus marquant vint lorsqu'un enfant volontaire, fille d'un des professeurs soigneusement instruite, entra dans l'arène. Gris, qui aurait dû montrer la prudence naturelle d'un loup face aux étrangers, démontra au lieu de cela la même curiosité douce qu'exhibait Luna, s'approchant seulement lorsque l'enfant montra qu'elle était à l'aise. Le silence qui suivit la démonstration fut brisé par des applaudissements retentissants. Des questions affluèrent de toutes parts, sur la méthodologie, sur les implications pour la compréhension de la domestication, sur le potentiel pour les programmes de conservation. Michel et Hélène répondirent avec la rigueur scientifique nécessaire, mais aussi avec la passion de ceux qui avaient été témoins de quelque chose de vraiment extraordinaire. L'hiver arriva à nouveau, marquant une année complète depuis cette nuit fatidique où Michel avait trouvé Gris. La propriété était transformée. Au-delà de la cabane originale, il y avait maintenant le complexe de recherche, avec des zones d'observation, de l'équipement, de surveillance et des espaces adaptés pour tous les animaux. Mais le plus important, elle était devenue un foyer au sens le plus complet du mot. Hélène avait officiellement emménagé, apportant non seulement ses affaires, mais aussi 2 chats rescapés que, à la surprise de tous, Gris accepta avec la même facilité qu'il interagissait avec les chiens. Les matins commençaient maintenant par un café partagé sur le porche, observant Gris mener la meute dans leur patrouille matinale.
un loup qui avait appris à être gardien sans perdre son essence sauvage. Le projet avait attiré l'attention internationale. Des propositions de collaboration arrivaient régulièrement, et des étudiants de 3e cycle demandaient des opportunités de stage. Mais Michel et Hélène étaient prudents pour maintenir le bien-être de Gris et de sa famille comme priorité. Chaque nouvel élément était introduit graduellement, toujours en respectant les liens qui avaient rendu tout le projet possible. Un après-midi particulièrement froid, tandis que la neige commençait à tomber doucement, Michel se retrouva à nouveau à sa table, mais cette fois, il n'était pas seul. Hélène travaillait à ses côtés sur ses propres analyses, le feu crépitait dans la cheminée, et à leurs pieds, une scène qui le remplissait encore d'admiration. Gris dormait paisiblement, utilisant Thor comme oreiller, tandis que Luna se reposait de manière protectrice à ses côtés et Nougat ronflait doucement, appuyé sur son dos. C'était une image impossible, un loup sauvage en parfaite harmonie avec des chiens domestiques, deux mondes que la nature avait séparés il y a des milliers d'années, réunis à nouveau par des circonstances extraordinaires, et plus importantes encore, par l'amour. L'amour d'une labrador maternelle qui voyait au-delà des différences d'espèces, l'amour d'un homme qui choisit la compassion plutôt que le protocole, et l'amour d'une femme qui risqua sa carrière pour protéger quelque chose d'unique et de précieux. Le dernier paragraphe de l'article de Michel capturait l'essence de son voyage. Ce qui commença comme un acte impulsif de compassion par une nuit de tempête devint une fenêtre pour comprendre non seulement la remarquable adaptabilité de la vie, mais aussi notre propre capacité à transcender les barrières que nous créons. Gris nous a appris que la sauvagerie et la domesticité ne sont pas des opposés irréconciliables, mais des faces différentes d'une même médaille. Le besoin fondamental de connexion, de famille et d'appartenance qui unit toutes les créatures vivantes. La neige avait cessé de tomber lorsque Michel ferma finalement son ordinateur portable. Hélène s'était endormie dans sa chaise, ses lunettes encore dangereusement équilibrées sur son nez. Doucement, il les retira et la couvrit d'une couverture. Gris ouvrit un œil jaune, observa la scène et se rendormit, en sécurité dans la connaissance que sa meute, tout entière, humaine et canine, était en sécurité et unie. Dehors, les étoiles brillaient au-dessus des montagnes couvertes de neige, témoins silencieux d'une histoire qui défiait les attentes et redéfinissait les possibilités. Et quelque part dans la forêt lointaine, un hurlement solitaire résonna. Non pas une plainte de solitude, mais un chant de reconnaissance d'un cousin sauvage pour celui qui avait trouvé un chemin différent. Michel sourit en entendant le son. 1 an auparavant, il avait été un homme brisé cherchant refuge dans la solitude. Maintenant, il faisait partie de quelque chose de plus grand, une famille improbable, un amour inattendu et une découverte qui changerait la façon dont le monde comprenait la nature de la connexion entre les espèces. Alors qu'il se préparait à dormir, une dernière réflexion traversa son esprit et il murmura à la nuit silencieuse. « Et vous, à quel moment laisserez-vous l'espoir fleurir ? Dans votre désert ?» La réponse vint sous la forme d'un soupir collectif de ses compagnons endormis. Hommes, femmes, loups et chiens, tous rêvant sous le même toit, preuve vivante que les miracles les plus extraordinaires naissent souvent des gestes les plus simples de bonté et d'acceptation.